Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Le loup-garou est une star du cinéma. Présent à l'écran dans plus de 200 films et séries télévisées, c'est une figure iconique du bestiaire monstrueux. Généralement, il charrie derrière sa carcasse poilue tout un imaginaire rempli de balles en argent, de malédictions, de transformations spectaculaires qui déchirent le corps de l'infortuné changeur de forme sous la lueur blafarde de la pleine lune. Mais au Moyen-Âge alors, est-ce qu'on avait peur du loup-garou monstrueux qui dévore les vivants ? Eh bien, pour le savoir, il n'y a pas 1000 solutions. Armez-vous de courage, révisez vos prières et entrez, si vous l'osez, dans cet épisode spécial Halloween. Allez, c'est parti! Le 8 mai 1572, dans les profondeurs boisées du massif de la Serre, à une quinzaine de kilomètres au nord de Dole, une fillette de 10 ou 12 ans est enlevée par une bête qui la mutile horriblement et la dévore. Quelques mois plus tard, une semaine après la Toussaint, une nouvelle victime est retrouvée encore consciente par des paysans alertés par ses cris, mais décède dans les jours qui suivent. Les attaques se succèdent et la terreur s'empare des habitants de ce petit coin de Jura, entouré par les solitudes boisées. Quelle terrible bête peut être capable de telles horreurs ? Certes, le pays abrite de nombreux loups, mais les gens du coin soupçonnent rapidement un autre type d'animal. C'est un loup-garou, un homme changé en loup par l'œuvre du démon, qui serait l'auteur des crimes. Les autorités s'emparent de l'affaire, d'autant qu'à la Saint-Barthélemy 1573, comme pour célébrer de sadique manière le massacre des protestants à Paris 1 an auparavant, la bête tue sa dernière victime. Un garçon de 12 ans, retrouvé déchiqueté dans les bois de Pérouse, à 60 km du premier crime. La chasse aux prédateurs bat son plein, et au mois de décembre 1573, les autorités annoncent avoir enfin trouvé un suspect crédible. Il s'agit d'un certain Gilles Garnier, une sorte de vagabond qui vit avec sa femme et semble-t-il sa famille également, dans un ermitage abandonné au plus profond du bois de la Serre. Plutôt ironique pour un meurtrier, non ? Quoi qu'il en soit, à peine coffré dans les geôles du Parlement de Dole, le vagabond passe aux aveux et confesse ses différents crimes. Et c'est à l'occasion de ce témoignage que l'affaire prend une tournure, disons, surnaturelle. N'ayant de quoi sustenter sa famille, il tomba, comme est la coutume des malappris, en défiance et tel désespoir qu'errant dans les bois déserts en tel état, il fut rencontré d'un fantasme en figure d'homme, qui lui promit monts et merveilles et entre autres choses de lui enseigner à bon compte la façon de devenir quand il voudroit loup, lion ou léopard à son choix. Et pour ce que le loup est une bête plus mondanisée par deçà que ces autres espèces d'animaux, il aima mieux être déguisé en icelle, comme de fait il fut, moyennant un onguent dont il se frottoie à ceste fin, comme depuis il a confessé, avant de mourir avec reconnaissance de ses péchés. Le jour de la Saint-Michel dernier, lui étant en forme de loup-garou, avoit pris une jeune fille dans une vigne près du bois de la Serre.
Et là, la voit tuer et oxyse, tant avec ses mains semblant pattes qu'avec ses dents, et la voit traîner avec lesdites mains et dents près du bois de la serre, la voir dépouiller et manger de la chair de ses cuisses et de ses bras. Et, non content de cela, en avoir porté à Apolline sa femme, en l'ermitage de Saint-Bonneau près d'Amanges, là où lui et sa femme résidoient. Gilles Garnier le confesse donc, il est bien un loup-garou. Tourmenté par la faim et la misère, amené au bord de la folie par la crainte de ne pas pouvoir nourrir sa famille, il a accepté l'aide du diable. Grâce à l'onguent magique venu tout droit de l'enfer, il a pu se transformer en un loup féroce et accomplir ses noirs desseins jusqu'à ce que sa capture ne vienne mettre un terme à ses déprédations. Pour Henri Camus, le juge du Parlement de Dole, l'affaire est très claire. Infanticide, cannibalisme et accointance avec le diable, le compte est bon. Fin janvier 1574, Gilles Garnier est traîné dans les rues de Dole jusqu'au lieu de son supplice. Là, dans l'air glacé de l'hiver jurassien, il est brûlé vif jusqu'à ce que son corps soit réduit en cendres. Dans l'Europe de cette fin de Renaissance, les procès de loup-garou sont une nouveauté, mais une nouveauté qui va rapidement connaître un bel essor. Entre la fin du XVe siècle et la fin du XVIIe siècle, ce sont environ 250 procès pour lesquels la justice retient l'accusation d'avoir reçu une aide diabolique pour se transformer en bête féroce. La plupart en fait ne sont connus que par des mentions, attention, et on ne sait pas la plupart du temps comment ces procès ont réellement fini. À part pour Gilles Garnier et quelques autres évidemment, pour qui le châtiment a été à la hauteur du mal accompli. Tenez, prenez ce pauvre Peter Stumb, un brave citoyen de Bedbourg, pas très loin de Cologne. Ah oui, j'oublie de préciser que c'est en Allemagne, mais vu le patronyme du bonhomme, ça me semble assez évident. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Fermier riche et influent, Peter se voit accusé durant l'année 1589 d'être en réalité un tueur en série cannibale, perpétrant ses crimes sous la forme d'un loup gigantesque. Il est confondu d'ailleurs par une anecdote étonnante. Sachant que la bête féroce rôdait à proximité, une famille de paysans de Bedbourg a décidé de protéger le cou de leur fillette avec un collier de métal du même genre que ceux utilisés pour protéger les chiens chasseurs de loups. Lorsque le loup-garou se jette sur la fillette et tente de l'étrangler avec ses puissantes mâchoires, ses dents se brisent sur le collier et les paysans profitent de la détresse de la bête pour lui couper une de ses pattes avant. La bête parvient à s'enfuir, mais il lui faudra bien, tôt ou tard, redevenir humaine. Et effectivement, quelques jours plus tard, le fameux Peter Stumb est démasqué par sa main coupée qu'il tente de cacher pour échapper aux poursuites. La machine judiciaire se met alors en marche avec sa froide efficacité et le verdict tombe en octobre 1589. Peter Stumb est un loup-garou. Grâce au diable qui lui a filé une ceinture magique, il peut se transformer en loup à volonté et a profité de cette capacité surnaturelle pour détruire le bétail de ses voisins tout en dévorant plusieurs enfants et même 2 femmes enceintes. L'affaire est énorme et les conséquences terribles. Pour faire un exemple, le comte Werner de Salm-Reifferscheif, Ulrich, von Liechtenstein du Gelderland. Difficile à retenir, on en a plein la bouche. un ardent catholique qui désire reprendre en main la localité de Bedbourg, a concocté un châtiment terrifiant. Peter est d'abord écorché vif sous les yeux de la foule avant que son corps ensanglanté ne soit attaché à une roue. Le bourreau entreprend alors de briser méthodiquement les membres de l'accusé pendant que la roue tourne dans une torture sans fin. Agonisant, Peter est enfin relevé et traîné sur le billot où un coup d'épée met fin à ses souffrances. Mais une fois le loup-garou détruit, il ne faudrait pas que la mémoire se perde, attention, hein. Bah oui, une exécution c'est spectaculaire, mais on oublie vite. Un macabre spectacle est donc érigé à Bedbourg.
Le corps du condamné est réduit en cendres, tandis que sa tête est plantée sur un pic, à côté de la roue de son supplice et d'une figurine de loup pour rappeler les atrocités qu'il a commises avec l'aide du diable. Alors, si le châtiment est à ce point horrible, c'est que l'Europe occidentale vit alors dans une peur généralisée. On en a déjà parlé dans l'épisode sur les sorcières et sur le loup, donc on va pas épiloguer, mais on va tout de même retenir ceci. La chrétienté occidentale se vit, dès la fin du Moyen-Âge, comme une citadelle assiégée par les forces démoniaques, qui menacent à chaque instant les corps et les âmes des fidèles. Bon, il faut dire qu'entre les épidémies de peste et d'autres joyeusetés bactériologiques, les guerres qui n'en finissent pas et le climat qui se refroidit avec dans son sillage famine et loups qui rôdent, c'est quand même pas la joie. On peut comprendre qu'une certaine irrationalité saisisse les braves Européens écrasés de tourments. Mais quand même, les loups-garous, ça c'est vraiment nouveau. C'est pas banal du tout même. Et à ce stade, il faut que je vous avoue un truc. Je vous ai un peu menti. Si, autant le dire, de toute façon, vous auriez fini par vous en rendre compte. J'ai menti. À la fin de l'épisode sur le loup, quand j'ai annoncé le sujet du présent épisode sur le loup-garou donc, j'ai un peu survendu l'affaire en disant que ce monstre terrorisait les médiévaux. La réalité, c'est que ça n'est pas vraiment le cas. Si les procès de loup-garou de l'époque moderne sont aussi frappants, c'est justement parce qu'ils mettent sur le devant de la scène une créature surnaturelle qui jusqu'ici n'avait pas cette image de monstre sanguinaire, de diable incarné à la gueule béante, aux fesses poilues et à la laine fétide. Mais bon, comprenez-moi, il faut bien que je vous vende du rêve et du frisson un peu. C'est aussi ça le Moyen-Âge dans tes oreilles, c'est du chaud et des paillettes. Bref, si on veut comprendre comment on en est arrivé à rouer vif des loups-garous en Allemagne et à brûler des ermites à moitié cinglés dans les forêts du Jura, il va falloir qu'on remonte un peu le cours du temps. Prenez-vous un bon café dans votre mug Moyen-Âge dans tes oreilles, chinez sur la boutique Patreon de votre podcast préféré et installez-vous confortablement pendant que je règle la machine. Voilà, c'est bon, on va pouvoir y aller. Direction le 5e siècle, bien loin de nos loups-garous modernes, pour commencer notre enquête sur la trace des lycanthropes médiévaux. Feu, c'est parti! Nous voilà donc en 413 à Hippone, une jolie petite ville romaine située dans le nord de l'Algérie actuelle. Et là-bas se trouve un homme qui va avoir une influence déterminante sur le christianisme. Il s'agit de l'évêque du coin, Augustin. Pendant que l'Empire romain craque de partout et que les Vandales ravagent l'Espagne en attendant de passer en Afrique, eh bien notre Augustin se soucie de problèmes un peu plus philosophiques, voyez-vous. Il rédige cette année-là un traité qui va faire date dans cette chrétienté naissante et qui va devenir, sans que son auteur le sache évidemment, l'une des autorités théologiques les plus influentes du Moyen-Âge. Ce bouquin, c'est La Cité de Dieu contre les païens, un traité de combat visant à affirmer la prééminence de la nouvelle religion sur le paganisme. Et parmi tous les thèmes traités par l'évêque, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, la transformation. Il faut dire que sur ce sujet, notre Augustin est quand même un peu en difficulté. D'un côté, son livre de chevet, la Bible, contient un nombre invraisemblable de transformations spectaculaires, comme par exemple Moïse qui transforme le bâton en serpent. D'un autre côté, il souhaite faire un sort aux superstitions populaires, prétendant que les humains peuvent se transformer en animaux, et notamment
en loup. Je vous remercie, monsieur Malfoy. La solution à laquelle parvient notre évêque, au terme de sa réflexion, est toute simple. Oui, la transformation est possible, mais seulement si c'est Dieu qui l'effectue. Et encore ne change-t-il que l'apparence, puisque la création a séparé de manière très claire les hommes des animaux. Le démon, en revanche, est tout à fait incapable de réaliser un tel exploit. Tout au plus peut-il créer l'illusion d'une transformation et ainsi duper les fidèles. Malin, Augustin admet toutefois que peut exister ce qu'il appelle un fantasticum hominis, c'est-à-dire une sorte de double fantomatique qui peut s'échapper du corps des humains endormis et prendre différents aspects, mais là encore on est sur une bonne vieille illusion, rien de vraiment grave. Alors, si notre futur saint Augustin prend la peine de contredire ces superstitions, c'est que dans les cultures païennes de son temps, la transformation est une idée très présente. Dans le monde païen, il n'y a pas vraiment de démarcation nette entre les dieux, les hommes, les animaux, les plantes, etc. Les frontières sont poreuses au point que des êtres humains peuvent parfois devenir des animaux, puis accomplir le chemin inverse. Cette idée de métamorphose est particulièrement présente dans la culture païenne germanique et scandinave, en tout cas pour ce qu'on en connaît, au travers de textes qui sont souvent postérieurs. Avant que le christianisme ne vienne un peu changer tout ça, les anciens Scandinaves avaient une conception plurielle de l'âme. D'un côté, ils croyaient au Amygja, une sorte d'esprit tutélaire, un gardien spirituel qui pouvait se transmettre au sein d'une même famille. Et de l'autre, ils croyaient également à la Fylgja, un double animal présent en chacun, souvent en sommeil mais qui pouvait potentiellement se réveiller. Assez logiquement donc, les sagas et les poèmes skaldiques pullulent de transformations en tout un éventail de bêtes plus féroces les unes que les autres. Oui, on ne se transforme pas en souris ou en libellule, généralement. Les grands prédateurs qui peuplent les forêts et les montagnes de cette terre de glace possèdent des qualités qui sont recherchées par les guerriers. La force, l'endurance, la brutalité, la vitesse, tout ce dont rêve n'importe quel viking sautant sur son drakkar. Oui, je sais qu'on ne doit dire ni viking ni drakkar, mais je le dis quand même, voilà. Pour s'accaparer la puissance de ces animaux, du loup, de l'ours, de l'aigle, pas le choix, il faut littéralement se salir les mains. La saga de Gungu Hrolfs mentionne par exemple un célèbre guerrier appelé Grim Aegir. Et autant vous le dire tout de suite, notre Grimou n'est pas vraiment un sympathique luron, écoutez un peu. Grim Aegir était un homme puissant, mais fondamentalement mauvais. Sa mère adoptive était une sorcière et elle lui avait appris tant de magie qu'aucun homme ne pouvait espérer se mesurer à lui. Sa nature était véritablement différente de celle des autres hommes et on pense que sa mère était en réalité une ogresse de la mer. Il mangeait de la viande crue et buvait le sang des hommes comme des bêtes. Il pouvait changer de forme à volonté et si vite que l'œil ne pouvait le voir. Son haleine était si brûlante que même les hommes bardés de leurs armures en sentaient la chaleur. Là, en fait, c'est exactement ce que je vous disais. Le gars Grimm, il vit quelque part sur la frontière entre les hommes, les animaux et les êtres surnaturels. Il possède des super pouvoirs qui excèdent ceux de n'importe qui, et sa capacité à changer de forme est en fait un marqueur de cette étrangeté. Ça, en fait, c'est habituel chez les Scandinaves. Oui, tiens d'ailleurs, avant qu'on continue, il faut quand même que je vous le dise, cet épisode sur le loup-garou est clairement lié à celui du mois de septembre sur le loup. Merci Captain Obvious, Donc si vous voulez, vous pouvez l'écouter comme ça, mais ce sera vraiment plus intéressant pour vous si vous avez également écouté celui sur le loup, vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà, donc on vous attend, allez écouter l'épisode sur le loup et on reprend juste après. Bon, c'est long, donc on y va quand même. Vous connaissez donc le loup Fenrir, je sais pas comment on dit. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un vrai loup, mais en fait un géant. Enfin, sa mère était une géante de glace, son père était le fameux dieu Loki, et son frère était un serpent gigantesque, le fameux Jormungand. Vous parlez d'une famille en or, franchement j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les fêtes de Noël chez eux. Tiens Fenrir, regarde ce que je t'offre. Oh non, une Wonderbox Ragnarok pour vivre un week-end fabuleux de destruction du monde des humains. Oh, vraiment, il fallait pas.
Bref, vous comprenez. Chez les Scandinaves, le changement de forme est un marqueur de la nature magique, de la nature surnaturelle des personnages. Un guerrier plus fort que tous les autres a forcément quelque chose de surnaturel en lui, et potentiellement il l'a obtenu en buvant du sang de loup, par exemple, ou d'autres choses moins ragoûtantes. Et vous vous rappelez de ce que je vous disais sur l'Amingja, cette sorte d'esprit tutélaire qui pouvait passer des générations? Eh bien, une autre saga, celle d'Egil, nous en montre un super exemple. La saga d'Egil a été rédigée par notre gars sûr des légendes scandinaves, le fameux Snorri Sturluson, un poète du début du XIIIe siècle qui a fait son beurre en mettant par écrit des anciennes légendes sur les grandes figures historiques de l'Islande. La saga d'Egil, comme son nom l'indique, elle narre l'histoire d'Egil, bien vu, un grand héros islandais. Eh bien, figurez-vous que le grand-père d'Egil s'appelait Kveldulf, qui veut dire littéralement « loup du soir » ou « loup du crépuscule ». Et pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, Kveldulf était un immense guerrier et surtout un changeur de forme. À la nuit tombée, alors que la somnolence s'emparait de lui, Kveldulf ne faisait pas de beaux rêves en comptant les moutons, mais se transformait en loup enragé, capable de tout détruire sur son passage. Le roi Harald Ier de Norvège l'a d'ailleurs appris à ses dépens au début du IXe siècle, puisqu'alors qu'il désirait soumettre l'Islande à son pouvoir, Kveldulf lui a appris les bonnes manières en détruisant sa flotte de navires grâce à l'aide de ses copains loups-garous. Oui, ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble. Cette capacité peu commune ne décourageait pas toutes les femmes, apparemment, puisque Kveldulf parvient tout de même à avoir un fils, Grim Kveldulfsson, lui aussi un guerrier qui ne faisait pas de la figuration. Sauf qu'en passant du père au fils, l'Amingja a un peu perdu de son pouvoir. Grim a bien des pouvoirs surnaturels, une fois la nuit tombée, mais point de transformation en bête féroce au programme. Son propre fils, notre fameux Egil, le héros de l'histoire, est encore moins bien loti. L'Amingja est presque entièrement lessivé, puisqu'Egil peut certes rentrer dans une véritable rage destructrice, mais sans pouvoir surnaturel ni métamorphose des familles. Et on imagine que le fils d'Egil lui-même doit être une sorte de bon à rien, et ainsi de suite. Franchement, je vous le dis, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant, même pas capable de se transformer en loup. Toutes les valeurs se perdent, franchement ça craint. Bon, donc vous avez compris l'idée, chez les peuples païens, et en particulier les Scandinaves, les guerriers les plus valeureux ont toujours quelque chose de bestial, d'animal. Ils invoquent la puissance du loup et de l'ours pour triompher de leurs adversaires, et certains ont une telle obsession de la fureur guerrière qu'ils acceptent de tordre leur nature pour devenir eux-mêmes des animaux. Ça n'est pas sans risque, évidemment. Tenez, prenez le cas des berserkirs, par exemple. La première mention qu'on a de ces guerriers pas farouches se trouve dans un poème du IXe siècle écrit par le gars Thorbjörn Hornklofi. Pas facile à dire ça. Voici la mention en question, vous allez voir, franchement, ça claque. Les berserkirs sauvages rugissent comme des fous, comme de féroces champions vêtus de peau de loup, qui hurlent comme le prédateur, et le fracas assourdissant de nombreux guerriers vêtus de mailles. Ça donne pas envie d'y aller, franchement, non? Eh bien, ces berserkirs ont tout de même une faiblesse. Une fois leur rage passée, une fois qu'ils ont bien mordu leur bouclier et déchiré les ennemis de leurs armes acérées, eh bien ils sombrent dans une profonde torpeur dont ils ont la plus grande difficulté à réémerger. Ceux d'entre eux qui abusent un peu trop de ce pouvoir peuvent même carrément clamser, ce qui est tout de même dommage, puisque le but de cette transe frénétique, normalement c'est de gagner la bataille. Quittons, si vous le voulez bien, les champs de bataille glacés de la péninsule scandinave pour faire un peu d'étymologie. Et oui, il faut bien qu'on y passe, mais vous allez voir, c'est marrant.
Les cultures païennes de l'Antiquité ont inventé la notion même de métamorphose animale, et ce sont elles qui lui ont même donné son nom. Et alors en écoutant ça, vous vous souvenez peut-être d'une fameuse scène d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais si, vous savez, page 394. Je vous conseille de faire très attention, Monsieur Potter. La perte de l'usage d'un membre ne sera pas une excuse. Page 394. Le mot « garou » est une déformation de « garwolf » qui vient lui-même du mot saxon « werewolf ». Were signifiant homme et wolf loup, littéralement homme-loup. Eh bien, figurez-vous que c'est pas tout à fait ça. Wolf ou Ulf, c'est effectivement un mot issu des anciennes langues germaniques signifiant loup et qu'on retrouve aujourd'hui en allemand et en anglais notamment, mais aussi en suédois. Wer, par contre, ce n'est pas une racine germanique, en fait c'est issu du latin, vir, l'homme, la puissance virile. Aujourd'hui, on pense plutôt que le mot de garou en français et son équivalent de werewolf en anglais vient plutôt de l'ancienne langue anglo-saxonne et plus précisément du mot varg, warg, que notre brillant Tolkien a repris tel quel pour désigner ces orques chevaucheurs de grosses bêtes poilues. Franchement, c'est malin. Warg, donc, ça veut dire brigand, hors-la-loi, criminel. Le mot charrie en fait tout un imaginaire, et en particulier le rejet de la société envers un individu qui est jugé infréquentable pour cause de ses méfaits. En fait, c'est l'association de ce mot avec la racine germanique désignant le loup qui aurait donné finalement werewolf et garou avec des formes intermédiaires comme garwal ou garvalf en anglo-normand. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un gros débat d'étymologie là-dessus, mais retenez une seule chose. Dans cette acception, loup-garou, en fait, c'est un pléonasme, puisque ça veut dire loup, homme-loup. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Mais apparemment, la première apparition de ce mot de loup-garou date du milieu du XVe siècle, notamment avec la ballade du loup-garou dont on reparlera. Donc en gros, c'est médiéval, on est sauvé et on peut continuer à l'utiliser. Ouf! On a frôlé la catastrophe. Donc dans ces territoires anciennement païens, où la croyance en une fusion possible entre l'homme et l'animal était solidement ancrée, l'arrivée du christianisme va propulser une nouvelle évolution de la bestiole. Vous noterez d'ailleurs que jusqu'ici, le loup-garou n'est pas vraiment un monstre terrifiant. Il suscite plutôt l'admiration face aux exploits guerriers dont il est capable, ou à la rigueur, la crainte bien légitime que n'importe qui peut avoir face à un guerrier de cette trempe qui se jette dans la bagarre en beuglant comme une bête féroce. En revanche, il n'y a pas cette sensation d'étrangeté, cette inquiétude sourde qu'on peut ressentir face à quelque chose qui n'est de toute évidence ni naturel ni normal, cette terreur provoquée par la manifestation brutale et sanguinaire d'une puissance démoniaque. Non, ça viendra plus tard. Dans les premiers siècles du christianisme triomphant, le loup-garou est versé donc dans la même charrette que toutes les autres superstitions, en se fondant justement sur la vision de saint Augustin, vous vous souvenez, seul Dieu peut réellement changer la nature des êtres, le reste n'est qu'illusion diabolique, sans fondement réel. Au cours du Xe siècle, un autre texte capital va venir asseoir cette vision et dénuer de tout fondement réel matériel la croyance dans la métamorphose. C'est un texte dont on a déjà parlé à propos des sorcières, qu'on appelle le canon Épiscopie, du nom de son premier mot. On ne connaît pas bien sa source exactement, mais on connaît bien sa teneur, écoutez un peu. Quiconque croit en la possibilité qu'un pouvoir autre que celui du Créateur transforme n'importe quelle créature, à son avantage ou à son désavantage, en une autre forme ou une autre image, est certainement un infidèle, et pire qu'un païen. Et paf, prend ça la bestiole. Donc en gros, le canon Épiscopie crée une ligne claire. La métamorphose, ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. Enfin, ça, ce sont des débats théologiques. On a de bonnes raisons de penser que dans la croyance populaire, chez le kidam lambda et dans l'esprit de l'écrasante majorité des paysans qui peuplent alors l'Europe, les loups-garous, ça existe bel et bien.
Les anciennes croyances ont la vie dure, et l'Église aura beau les traiter de superstitions et chercher à les extirper, elles restent bien vivantes. Mais bon, vous le savez, reconstituer ce que les gens du passé avaient dans la tête, c'est de loin la partie la plus difficile du travail de l'historien. On a tout de même un exemple, heureusement. Celui du pénitentiel de l'évêque allemand Burchard de Worms dans la deuxième moitié du Xe siècle. Dans son diocèse, récemment christianisé, l'emprise des anciennes croyances païennes est encore très forte, et on en trouve la trace vivace dans ses écrits. Concrètement, son pénitentiel est en fait une liste de péchés, en correspondance avec la pénitence qu'il convient de réaliser pour s'en absoudre. Et parmi les péchés, on trouve le suivant. Il est interdit de croire que les femmes appelées parques par le commun peuple existent, ou possèdent le pouvoir qui leur est attribué. À la naissance d'un homme, elles le destinent à la fin qu'elles souhaitent, même jusqu'à lui donner la possibilité de se transformer en loup comme il le veut, ce que la sottise populaire appelle le garou. En dehors de cet extrait, je n'ai lu qu'un seul autre exemple non littéraire, c'est celui d'un traducteur norvégien du XIIIe siècle, dont on n'a pas conservé le nom malheureusement, qui s'occupe de transcrire dans sa langue un texte bien connu sur le loup-garou, le lait du bisclaveret. Ne vous en faites pas, on va rapidement reparler de ce machin-là. Toujours est-il que dans la marge de sa traduction, le gars écrit que lui-même, étant enfant, il a vu un loup-garou de ses yeux. Voilà, et c'est tout ce qu'on a. Alors, c'est vrai que ça n'est pas énorme, on va pas se le cacher, mais par contre, on a pas mal de textes littéraires, de poèmes et de fiction qui parlent du loup-garou justement. Quand j'ai fait mes recherches sur notre brave monstre poilu, j'avoue que j'ai été vraiment étonné de découvrir que les traces du lycanthrope qu'on peut retrouver dans la deuxième moitié du Moyen-Âge sont en fait plutôt drôles, voire même pitoyables. Et oui, c'est pas une blague, le loup-garou devient quasiment un calembour. En tout cas, il ne semble pas vraiment faire peur dans ses œuvres. Si le côté hybride, à cheval sur l'humanité et la bestialité, peut apparaître dérangeante pour les lecteurs médiévaux, cet aspect est souvent gommé dans les histoires qui parlent du garou pour insister plutôt sur la manière dont la personne subissant la malédiction doit mériter son humanité pour briser le sortilège. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. » Et si pour une fois, on laissait un peu de côté à Halloween le morbide et le terrifiant pour découvrir une période de loup-garou sympa et attachant, qu'on a envie d'aider plus que de fuir? C'est le voyage auquel je vous convie désormais. Partons à la rencontre de ces lycanthropes au grand cœur et oublions chemin faisant les gueules béantes et les griffes acérées qu'on associe aujourd'hui à ce monstre. Il était une fois un brave chevalier breton nommé Bisclaveret. Tout lui souriait. Il était beau et bien bâti, aimé de tous, marié à une femme exceptionnelle et adulé du roi, son suzerain. Seulement voilà, sa femme justement se tourmentait car elle avait remarqué que son épouse s'absentait 3 jours par semaine sans qu'elle puisse savoir où il allait. Seigneur, je suis si bouleversé lorsque vous me quittez. J'ai au lever le cœur si lourd et une telle peur de vous perdre que si je n'en suis vite réconforté, je risque d'en mourir sans tarder. Dites-moi donc où vous allez, où vous êtes, où vous demeurez. Devant cette demande pressante, ne comportant bien entendu aucune exagération, le chevalier accepta de confier à la dame de son cœur le lourd secret qu'il portait. Dame, je deviens Bisclaveret. Je me rends dans cette forêt, au plus épais de ce grand bois, et vis de rapines et de proies. Alors, on remarquera que le nom du chevalier et celui de la créature sont exactement le même, ce qui laisse quand même songeur à l'idée que personne n'ait jamais réussi à percer ce secret.
Bref, après ses aveux, le chevalier révéla également à sa dame que la transformation lui imposait de se dévêtir et qu'il planquait ensuite ses habits près d'une vieille chapelle. Il les cachait avec beaucoup de soin car, lui dit-il, si jamais il ne parvenait pas à retrouver ses habits, il serait forcé de demeurer loup à jamais. Le chevalier se trouva fort mal récompensé de sa désarmante honnêteté, puisqu'en découvrant sa nature bestiale, la dame prit peur et refusa dorénavant de partager sa couche. Un jour, alors que Bisclaveret était parti se la mettre derrière l'oreille au fin fond des bois, sa dame appela un autre chevalier qu'elle avait friendzoné depuis des mois et lui promit de se donner à lui s'il lui rendait un petit service de type larcin vestimentaire forestier, vous voyez ce que je veux dire. Privé de ses vêtements, Bisclaveret resta donc, un Bisclaveret quoi, et comme il disparaissait souvent, les habitants de sa terre ne mirent pas longtemps à penser qu'il était bel et bien parti, facilitant grandement le projet de remariage de la dame. Un an plus tard, alors que le roi chassait dans cette même forêt, ses chiens débusquèrent alors un énorme loup qui, presque mort, se traîna jusqu'au pied du roi pour s'incliner devant lui. Intrigué, le roi demanda à ce que le loup fût épargné et amené au palais avec lui. « Seigneur, dit-il, approchez-vous et examinez ce prodige. Voyez comme cette bête s'incline. Elle a l'intelligence d'un homme, elle demande grâce. Chassez-moi tous ces chiens, veillez à ce qu'on ne la frappe pas. Cette bête a intelligence et raison. Dépêchez-vous, allons-nous-en, je prendrai la bête sous ma protection. » Arrivés au palais, les courtisans découvrirent un animal doux et gentil, affectueux même, qui suivait le roi à la trace et dormait même dans son lit. Hé! Ce ventre à quatre pattes est ton compagnon? Bref, le loup était devenu le plus fidèle des compagnons et le roi aurait vite oublié son statut de bête sauvage si une certaine dame récemment remariée ne s'était pas un jour rendue au palais. Et là, c'est le drame. Quand Bisclaveret la vit venir, personne ne put le retenir. Il courut vers elle comme enragé. Écoutez comme il s'est vengé. Il lui arracha le nez du visage. Eût-il pu causer pire dommage? On le menaça de tous côtés quand un sage s'adressa au roi. Cette bête a vécu avec nous. Jamais elle n'a touché quiconque, ni montré la moindre cruauté, sauf à la dame que voici. C'est la femme du chevalier que vous affectionniez tant, qu'on a perdu depuis si longtemps. Mettez la dame à la question pour savoir si elle vous avouerait pourquoi cette bête la hait. Faites-lui dire ce qu'elle sait. Grâce aux bons conseils du sage et à quelques artifices mécaniques dont nous tairons le nom et l'action, la dame avoua son forfait et produisit les vêtements dérobés au Bisclaveret. Le beau chevalier retrouva alors sa forme humaine au grand plaisir du roi et au grand déplaisir de la dame qui fut chassée à tout jamais. On raconte qu'elle poursuivit son existence aux côtés de son amant et que son infamie se lit désormais sur le visage de sa descendance, qui est entièrement née sans nez. Belle histoire, non ? Je viens de vous conter, en format abrégé évidemment, l'intrigue du lait du Bisclaveret, un poème composé en français, vers 1160 à peu près, par une auteure anonyme à laquelle on donne le pseudonyme de Marie de France. C'est un véritable best-seller du XIIe siècle et il a influencé durablement la vision du loup-garou médiéval en ajoutant au legs gréco-romain un peu de folklore celte. En tout cas, tout y est. Un pauvre homme atteint d'une malédiction qui n'est pas vraiment expliquée et dont la transformation n'est même pas montrée, une trahison conjugale qui le condamne à une vie d'errance, puis le retour à la forme humaine grâce au lien indéfectible entre le suzerain et son vassal. Bros before hoes. A priori d'ailleurs, le nom un peu étrange de Bisclaveret viendrait du breton Blaise Garve, c'est-à-dire littéralement loup-garou, mais il pourrait également venir de la racine romane sclaver, qui veut dire enfermé. Le nom pourrait donc en fait faire référence à sa double prison, à la fois humaine et animale. Clairement, en tout cas, on n'est pas dans le registre de l'horreur ici, c'est un loup-garou sympa.
Il tient même plus du justicier que de la bête féroce, en tout cas, même si le poème s'ouvre malgré tout sur la réelle nature de ces monstres qui hantent les forêts. Écoutez. Jadis le poète oumet oïr, et sovent soleit à venir. Omes plusurs garval devindrent, et es boscage meizun tindrent. Garval, c'est beste salvage, tant cum il est en selle rage, oumes devour, grant mal fait, es grands forest conversé et vaït. Et oui, je vous avais dit que c'était rédigé en français, mais j'ai oublié de vous dire que c'était plutôt de l'ancien français. En français contemporain, ça donne plutôt ça. Jadis, on pouvait l'entendre dire et le voir souvent advenir. Des hommes se changeaient en garous et demeuraient dans les forêts. Le garou est une bête sauvage. Tant qu'il est dans cet état de rage, il dévore les gens, cause de grands maux, vit, va et vient dans les bois profonds. Donc on a compris, le loup-garou ce n'est pas un animal sympa, ou en tout cas ça ne l'était pas, puisque l'horreur de la bête est renvoyée dans le passé. Aujourd'hui, on ne voit plus de telles choses évidemment, ça n'existait qu'à l'époque de la Bretagne païenne, pensez-vous. En tout cas, Marie de France a pioché dans le bon filon. Jusqu'au XVe siècle, et donc ce début de la Grande Peur, c'est cette version gentillette du loup-garou qu'on va côtoyer le plus en Occident. Ce poème va en fait donner naissance à de nombreuses adaptations dans différents contextes, mais toujours avec la même trame, la même idée. Un homme qui se trouve à la frontière de la bestialité et qui va devoir, par ses actions, mériter son humanité. Et franchement, certaines de ces adaptations sont quand même vraiment drôles. Tenez, prenez par exemple Arthur et Gorlagon, un roman du cycle arthurien en prose et en latin, écrit au XIIIe siècle, à nouveau par un auteur anonyme. Alors là, il y a tout un contexte, puisque le roi Arthur se vante un jour devant toute sa cour de Camelot de pouvoir embrasser Guenièvre quand il le souhaite, car il est sûr de son amour pour lui et il peut connaître toutes ses pensées. Bon, alors en plus de ne pas être très finaux, c'est surtout sacrément faux, puisque comme on le sait, Guenièvre et Lancelot vivent ensemble une petite aventure extra-conjugale. Toujours est-il que Guenièvre prend la mouche et rétorque au roi qu'il ne pourra jamais comprendre les femmes. Arthur, qui est fort vexé de cette affirmation, jure de ne plus manger ni boire tant qu'il n'aura pas découvert le secret des pensées féminines. Mais la question n'est pas là, la question c'est qu'est-ce que veulent les femmes? En fait, nous les femmes, ce qu'on veut, c'est des trucs simples. Ça commence fort et donc le roi part avec tous ses chevaliers en quête de ce secret si bien gardé. Bon, alors il a un tout petit peu menti, puisqu'il finit quand même par s'attabler avec un roi, puis un deuxième, puis un troisième, auquel il demande à chaque fois s'ils connaissent le secret des pensées féminines. Et là, miracle, le troisième roi accepte de lui répondre, et c'est parti pour une petite histoire de loup-garou de derrière les fagots. Alors là, le maléfice est un peu différent. En gros, donc, ce fameux roi qui s'appelle, vous l'aurez deviné, Gorlagon, est doté à la naissance d'un rameau magique possédant le pouvoir de le changer en loup. Posez pas de questions, c'est comme ça, voilà, c'est un rameau magique. Pour éviter que cette funeste plante verte ne soit utilisée à mauvais escient, Gorlagon fait entourer le jardin où pousse le rameau de hauts murs de pierre. Et pour être bien sûr que rien ne lui arrive, il passe ses journées dans le jardin à contempler ce petit bout de branche, délaissant sa femme et son royaume. Forcément, sa femme se pose plein de questions, et l'asticote tant et si bien qu'il finit par lui révéler la vérité. Il lui dit même qu'il y a une formule magique à prononcer, et ça fait quelque chose comme ça, soit un loup et soit pourvu de l'intelligence du loup. Alors ce qui est bien dans ces histoires médiévales, c'est qu'à chaque fois le héros a toujours le chic pour donner de manière extrêmement candide le chemin le plus court pour lui nuire bien comme il faut. Donc évidemment la dame a un plan secret pour pouvoir enfin vivre son grand amour avec un prince sarrasin qui passait par là, elle tend un piège à son mari et lui tape sur la tête avec le rameau pour le transformer. Sauf que malheur, elle rate sa formule magique et dit à la place « Soit un loup et soit pourvu de l'intelligence de l'homme ». Qu'est-ce qu'il a dit? Chemin de travers. C'est bien ce qui me semblait. S'ensuivent tout un tas de péripéties, le gars Gorlagon devient un loup avec son esprit humain intact donc, et il se met à ravager le royaume pour se venger de sa femme. Il trouve l'amour en la personne d'une adorable louve qui lui donne plusieurs louveteaux, mais qui meurt malheureusement dans l'une des attaques perpétrées par Gorlagon.
Au bout d'un moment, le loup est capturé par le roi, qui, comme dans Bisclaveret, est ému par son intelligence et le ramène à la cour. Alors, je vous passe les détails, mais la fin est un peu plus hardcore que dans Le lait de Marie de France, puisque Gorlagon ici décapite le prince sarrasin et oblige son ancienne femme à embrasser la tête tranchée de son amant à chaque fois que lui-même embrasse sa nouvelle femme. Il a même mis au point une poudre pour rendre ce bout de cadavre imputrescible afin de prolonger le châtiment. Bref, c'est la bonne ambiance, quoi. Ah, et pour ce qui est des pensées des femmes, puisque c'était quand même le but de l'histoire, en fait c'était surtout un prétexte pour raconter cette petite histoire de loup-garou trahi, mais Gorlagon conclut toutefois en disant que le pire châtiment pour une femme, c'est de voir ses crimes montrés aux yeux de tous. Voilà, faites-en ce que vous voulez, et nous on retourne à nos loups-garous médiévaux. Durant la période qui s'étend du XIIe siècle au début du XVe siècle, on a en fait peu de traces, hors de la littérature, pour décrire ces bêtes féroces. Le garou se taille une petite réputation parmi les poètes, les romanciers et leur auditoire ou lectorat, mais c'est bien tout ce qu'on voit, en fait. Alors il y a également quelques travaux sur la lycanthropie clinique, une sorte de délire maniaque qui pousse le malade à se prendre pour un loup, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Dans cette période de 3 siècles, il semble donc que le loup-garou ne soit pas l'objet d'un fantasme largement partagé, on va dire. Ou alors, si c'est le cas, on n'a pas de source. Pas de procès en lycanthropie, pas de récit de carnage, pas même de législation royale ou seigneuriale pour se protéger de ces bêtes féroces. Alors, les esprits les plus aiguisés diront que c'est parce que les loups-garous, ça n'existe pas, mais un peu de patience, s'il vous plaît. Les seuls témoins de cette croyance que nous ayons sont donc les productions littéraires. Et pour montrer à quel point le loup-garou ne faisait pas peur du tout, j'ai 2 petits textes pas piqués des hannetons à vous faire découvrir. Profitez-en bien, parce qu'après cet interlude de douceur, on va replonger dans l'horreur des corps démembrés et déchiquetés par les crocs des lycanthropes assoiffés de sang, je vous aurais prévenu. Ces 2 textes datent en effet du milieu du XVe siècle, au moment même où les premiers procès de loup-garou commencent à défrayer la chronique. Dans un parallèle assez étonnant, l'un comme l'autre de ces textes se moquent de la figure du lycanthrope, tournant en dérision le monstre qui inquiète au plus haut point les juges des Alpes suisses au même moment. Et là franchement, c'est drôle. Le premier, c'est la Ballade du loup-garou, un poème là encore anonyme, qui date du milieu du XVe siècle, sans plus de précision. Alors ce texte, c'est une vraie farce, alors je ne résiste pas à la tentation de vous le lire en entier. Il faut que je vous parle d'un très noble gallois qui se fiait à son amie, la femme d'un bourgeois. Mais elle fit la fée en disant « Ami doux, venez à la Véprée, faisant le loup-garou. » « Volontiers, dit-il, dame, je viendrai vers le soir, quand il n'y aura pas âme pour s'en apercevoir. Je saurai bien me conduire, discrètement avec vous. » Et elle dit « Venez donc faire, de nuit, le loup-garou. » À son mari, elle va dire, et compter tous les faits. Il dit « C'est une belle occasion de rire, si on peut l'attraper. » Dit-elle sans attendre, pour le rouer de coups, « Je vous ferai vite prendre, ici le loup-garou. » Bientôt, sans s'attarder, le galant arriva, d'une peau affublée, puis sa dame, il est là. Disant « Gorge polie, suis-je bien à votre goût ?» Elle fit l'ébahie, criant « Au loup-garou !» Le bourgeois fut habile à frapper d'un bâton, et les gens de la ville vinrent tous environ. Il reçut bien des coups, car ils le frappaient tous, en s'amusant beaucoup du pauvre loup-garou. Il dit « J'implore votre merci, veuillez me pardonner, et de même je supplie ceux qui voudront aimer de bien se souvenir comment j'en fus absous. Chacun doit se retenir de faire le loup-garou. » Bon, alors je pense enfoncer une porte ouverte en vous révélant que « faire le loup-garou » est une expression qu'on traduirait aujourd'hui sans doute plutôt par tremper le biscuit, laisser aller le chat au fromage, faire la bête à 2 dos ou remettre le couvert. Bref, le loup-garou joue ici le rôle de ressort comique, et on remarque tout de suite que personne n'en a peur, en fait. Les villageois se jettent sur lui sans vergogne pour lui foutre des coups de bâton, peut-être aussi d'ailleurs parce que le déguisement laisse voir qu'il n'y a pas grand-chose de lupin dans le galant et conduit.
D'ailleurs, il paraît qu'en cette toute fin de Moyen-Âge, le terme garou avait acquis un sens original. Un garrouage avait pris le sens d'un lieu malfamé, propice à la débauche, tandis que courir le garou, une expression que je trouve assez imagée et qui mériterait vraiment d'être remise au goût du jour. Courir le garou donc signifiait, disons, partir en quête d'aventures nocturnes friponnes. Voilà. Le loup-garou semble donc avoir acquis au XVe siècle un aspect subversif, au moins au niveau du langage. Alors, ça n'est pas vraiment étonnant, puisque, on l'a dit, étymologiquement, le terme même de garou renvoie au rebut de la société, en fait, à la lie, aux brigands et criminels rejetés par la communauté. Et au XVe siècle, en tout cas en France, pour ce que je connais, la débauche commence à être moins tolérée en ville, justement, et les bordels sont peu à peu rejetés hors de l'enceinte et cloîtrés dans des quartiers spécifiques. Bref, le lien est ténu, mais logique. Ça tombe sous le sens. L'autre texte dont je voulais vous parler est aussi un peu sexuel, bien entendu, mais cette fois, il s'agit d'un truc un peu atypique qui s'appelle l'Évangile des quenouilles. C'est un texte de 1470 environ, qui appartient à un genre très populaire à la fin du Moyen-Âge, celui des fictions populaires. Donc fini les histoires de chevaliers et de grands princes, là on se passionne pour des histoires issues de la culture des gagnes-petits, du bas peuple en quelque sorte. Donc c'est presque une forme de naturalisme à la Zola, si on veut, mais quand même un peu avant l'heure. En tout cas, le ton est systématiquement humoristique, et souvent c'est même plutôt potache, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les fabliaux, mais ça donne quand même un peu plus dans le sous-entendu, plutôt que dans la vulgarité. L'Évangile des quenouilles est donc une collection de petites histoires populaires, racontées à la veillée par un groupe de vieilles femmes en train de filer la laine devant le feu. D'où le titre d'ailleurs, qui est un brin condescendant, ça a été rédigé par un clerc. En gros, les histoires racontées à la veillée par ces vieilles sont tenues par le peuple comme aussi vraies que l'Évangile, et les éléments qu'elles contiennent sont passés de génération en génération comme un trésor. Ici donc, ça parle de garou. Écoutez un peu ces paroles de sagesse populaire. Mais parlons de loup-garou, car il n'est rien d'aussi dangereux que de les rencontrer. Mon mari, que j'ai épousé voilà 36 ans et que je soupçonne d'être l'un d'entre eux, m'en a souvent fait perdre le sommeil. Je ne sais que penser de ce sujet et je n'ai trouvé qu'un remède. Mon chat qui court le guilledou la nuit. Il me défend de ce péril, s'interpose entre les loups-garous et moi et protège à tout moment son ami. Aussi vrai que je suis assise ici, dit une autre fileuse, depuis 10 ans, quand je me rendais de nuit à la fête, je rencontrais mon chat qui venait au devant de moi et j'entendais après lui un bruit semblable à celui d'un ours ou d'une vache, allant et venant de loin à mes trousses. J'ai entendu jadis, dit une autre vieille, une de mes voisines qui soupçonnait son époux d'être un loup-garou car elle le perdait souvent en hiver, entre Noël et la Chandeleur, conter qu'un soir, elle quitta la maison en traînant son tablier derrière elle et le lendemain, elle aperçut entre les dents de son mari des fragments de fil du dit tablier qu'elle avait découvert au matin tout déchiré de morsures. Si un homme, dit une autre vieille, est destiné à être loup-garou, il est difficile de croire que son fils ne tienne pas cela de lui, et s'il a des filles, ce sont généralement des cauchemardes. En voilà un beau morceau, tiens. En fait, c'est marrant puisque le texte s'ingénie à nous présenter les loups-garous comme des monstres redoutables, alors même que des remèdes très simples, et même un peu risibles, suffisent à s'en protéger. Franchement, quand on sait qu'un chat se carapate à la vue du moindre étranger, mais que là, il s'interpose pour protéger sa maîtresse, on mesure la non-dangerosité du moindre loup-garou en maraude à l'époque. En tout cas, difficile encore une fois de ne pas voir la composante sexuelle de l'histoire. Sages le jour, alors qu'ils sont hommes, les maris possédés par la malédiction laissent éclater leur nature bestiale lorsque la nuit tombe, poursuivent leurs femmes lorsqu'elles sont seules hors de la maison et les empêchent de dormir. On peut y voir sans doute plein d'autres sous-entendus, mais une chose est sûre, avoir un loup-garou dans son lit, ça n'est pas très agréable, heureusement qu'il suffit d'un chat, d'une chandelle sacrée ou d'un tablier pour s'en protéger. Alors, maintenant qu'on a ri un bon coup, c'est le moment de revenir à la Renaissance pour retrouver nos féroces monstres purifiés par la flamme des bûchers. Comment
a-t-on pu passer d'une vision aussi sympathique, bon enfant même, à la conviction que certains membres de la société se transformaient en loups voraces, en bêtes furieuses, assoiffées du sang de ses semblables? D'où vient le monstre et pourquoi l'Europe du XVIe siècle a-t-elle tremblé sous la menace de ces assauts dévastateurs? Plongé en pleine angoisse historique dans 3, 2, 1. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour que le loup-garou déboule ainsi sur la scène judiciaire et se mette à terrifier les bonnes gens à coups de crocs baveux et de griffes acérées, il a bien fallu qu'une digue saute. Et cette digue, c'est celle du fameux texte dont on parlait au tout début de l'épisode, le canon Épiscopie. Au XVe siècle, on remet en effet la question de la transformation sur le métier. Du genre, tout de même, je sais que le canon Épiscopie dit que la transformation en animal est impossible, mais là, quand même, j'ai un témoin qui m'a dit que sa fille avait été déchiquetée par une créature infernale, mais genre matériellement, hein, elle a été ouverte en deux, quoi. Est-ce qu'on est vraiment sûr que la transformation n'est pas possible ? Un intense débat théologique fait alors rage dans le contexte d'une peur croissante du loup qui gagne l'espace français et les zones montagneuses. Alors, je ne vous refais pas l'histoire puisqu'il y a un épisode entier qui lui est dédié et qu'il est de surcroît de fort bonne aloi. Le début du XVe siècle est sans doute, on peut le dire, l'une des pires périodes qu'ait connue la chrétienté dans son histoire. Vraiment, c'est pas la joie. Le loup, compagnon habituel de la misère, devient le symbole de cet acharnement du destin sur les Occidentaux. Et une véritable peur commence à se faire jour. Non plus donc une peur des dégradations du loup ou des catastrophes dont il est le corollaire, mais bien une peur du loup lui-même. Dans le Valais et le pays de Vaud, des espaces montagneux donc, où l'élevage de moutons a considérablement progressé dans les 2 derniers siècles médiévaux, on commence à voir des traces d'achat de chiens pour garder les troupeaux contre le loup et de colliers de métal pour protéger les chiens nouvellement acquis de la terrible morsure du prédateur. La bête féroce est donc dans toutes les têtes. Dans les campagnes comme dans les villes, ça va donc vraiment pas. Et on cherche des coupables, des exutoires, à cette passe un peu difficile pour tout le monde. Le loup en est un, évidemment, mais globalement, les forces démoniaques profitent de cette instabilité pour réapparaître en tête de la liste des choses qui font peur. Jusqu'ici, le clergé faisait la sourde oreille, en renvoyant les craintes viscérales exprimées par le commun peuple à de stupides superstitions sans aucun fondement. À la rigueur, les clercs les plus au fait de la malice des démons voulaient bien admettre que ces fiefés coquins cornus étaient capables de produire des illusions bougrement convaincantes, mais rien de plus. Et là, patatras, changement de décor intellectuel. Le début du XVe siècle est un chaudron bouillant prêt à déborder. Et apparemment, les clercs cèdent également à la panique. Hans Frundt, un greffier de Lucerne, va donner en 1430 une assise majeure à cette peur en documentant les procès pour sorcellerie qui se déroulent dans le diocèse de Sion. Il écrit par exemple: certains d'entre les suspects avaient appris du démon à se transformer en loup, de telle façon qu'eux-mêmes pensaient être véritablement devenus loups. Et en effet, ils n'étaient pas capables de faire la différence, et ceux qui les voyaient sous cette forme se faisaient également tromper. Ils attrapaient des moutons, des agneaux et des chèvres, et les mangeaient crus sous la forme de loups. Et quand ils le voulaient, ils se transformaient à nouveau en humains, comme ils l'étaient auparavant. Ça, là, c'est nouveau. Ce que les suspects avouent devant les gros bras de l'évêque de Sion, c'est qu'ils se transforment bel et bien. Et les témoins appuient cet aveu. Ni Hans Frundt, ni aucun des ecclésiastiques de la cour épiscopale ne pensent que les sorciers modifient leur nature, évidemment.
Le diable ne leur permet de modifier que leur apparence, mais c'est déjà beaucoup. Hop là. Bon, je te propose un pacte. Un pacte? Ouais. Comme le pacte des loups, mais il n'y a pas de loup, tu vois. Ok. En 1407 déjà, lors de l'un des tout premiers procès de sorcellerie qui se tient à Bâle, en Suisse, on entend un témoignage sans équivoque. C'est une des accusées qui est surnommée la Bègue, qui jette la malédiction suivante. « Je t'envoie maintenant des loups-garous, 3 qui te déchiqueteront, 3 qui t'ouvriront le cœur, 3 qui t'anéantiront. Que Lucifer dans les cieux et tous ses compagnons viennent à mon aide. » En 1430, quand Hans Frundt rédige son rapport, on en est déjà au 4e témoignage de l'existence des loups-garous. En tout cas, parmi ceux qu'on a conservés, du moins, puisqu'il est fort possible qu'il y en ait eu d'autres, mais perdus depuis. Et là, donc, tout s'enchaîne. Étant donné que des accusés confessent leur pouvoir de transformation et que des témoins appuient la réalité de cette métamorphose, les clercs et les intellectuels de tout poil qui travaillent sur la question doivent se positionner. Est-ce que ces gens mentent? Auquel cas, on ne peut les condamner comme hérétiques, puisqu'ils n'ont rien fait de réel. C'est ce qui se passe en 1407. La Bègue est tout simplement chassée de la ville de Bâle, plus en fait pour sa mauvaise conduite que pour son commerce tout théorique avec le diable. Ou au contraire, les accusés possèdent-ils réellement ce pouvoir de transformation? Et dans ce cas, le péril est extrêmement grave et il faut absolument agir. Le débat se poursuit donc. D'un côté, on a les sceptiques, comme le grand prédicateur Jean Geiler de Kaysersberg à Strasbourg. Il écrit dans la deuxième moitié du XVe siècle un petit opuscule s'interrogeant sur les causes qui rendent certains loups plus malins et plus hardis que les autres. Pourquoi tel ou tel prédateur semble plus avide de chair humaine et cause plus de difficultés aux chasseurs pour l'attraper? Alors, on imagine bien que pour lui, rédiger ce traité, c'est une manière de répondre à la peur sourde qui commence à se répandre en Alsace et qui attribue ces attaques meurtrières à des prédateurs d'une toute autre trempe que les loups ordinaires, des changeurs de forme, des créatures démoniaques, des loups-garous. Jean Geiler, donc, voit 7 causes potentielles. Premièrement, les loups peuvent être affamés et donc abandonner leur prudence habituelle. Deuxième, ils peuvent être en souffrance pour une raison ou pour une autre et devenir ainsi plus agressifs qu'auparavant. Troisième, l'âge et la faiblesse peuvent les pousser à s'attaquer à de jeunes enfants plus faciles à attraper qu'à de grands cerfs bien plus redoutables. Quatrième, il est également possible que certains loups préfèrent tout simplement le goût de la chair humaine, du genre un bon petit 10 ans d'âge, élevé en plein air sur une bonne pente ensoleillée, on sent bien les notes d'herbe fraîche et de crottin de mouton avec une belle longueur en bouche, c'est excellent. Tu veux pas goûter un peu, Vargulf? Sixième explication, les loups peuvent être un instrument de Dieu envoyé dans telle ou telle contrée pour y punir les pécheurs. Et enfin, dernière possibilité, les démons eux-mêmes peuvent prendre la forme de loups pour tourmenter les honnêtes fidèles. Donc rien de surnaturel ici selon Jean Geiler, en tout cas rien d'anormal, simplement d'honnêtes loups ou des démons taquins, mais pas d'abolition immonde de la frontière entre l'homme et l'animal. Un autre clerc va proposer une autre vision. Il s'agit du fameux Hans Kramer, auteur du célébrissime Marteau des sorcières en 1486. Paru à Strasbourg en plus, s'il vous plaît, vive la tarte flambée. Bon résultat de l'économie française ce mois-ci, plus 4%. Faut dire que si on enlève les résultats de l'Alsace, les autres départements, ils sont largement en déficit. Alors là, on monte d'un cran dans l'argumentaire, c'est du lourd. Pour Kramer, le loup est l'ennemi par excellence du genre humain, un prédateur dont les hommes ont intériorisé la dangerosité et qu'ils reconnaissent immédiatement comme un danger mortel. Il est donc logique que le démon choisisse cet animal parmi tous les autres pour accomplir ses sombres desseins. Cela étant, pour notre Kramero, la transformation reste une illusion. Tous les anges, y compris donc les anges déchus, possèdent la capacité d'altérer la perception des êtres moins élevés qu'eux, au premier rang desquels les êtres humains. Ils sont donc capables en fait de tisser des illusions extrêmement convaincantes, tellement même d'ailleurs que la sorcière pense réellement se transformer en loup et baigne dans sa propre hallucination. Sauf qu'évidemment, l'humaine qui se croit changée en loup n'a ni croc ni griffe.
D'après Hansi le chasseur de sorcières, les ravages matériels sont en fait causés par les démons eux-mêmes pour ajouter un peu de piquant à l'illusion. D'immersion dans la scène si vous voulez. En gros, tout est faux, sauf les blessures et les destructions matérielles qui, elles, sont bien réelles, mais créées par le démon. Malgré cette grande illusion collective, Hans Kramer conclut que les sorcières sont tout de même coupables. Peu importe que tout ou presque soit faux, elles ont tout de même prêté allégeance au diable et elles ont cru posséder ses pouvoirs. Donc hop, ça part au bûcher. Le ver est dans le fruit et ça ne va pas s'arranger par la suite. La conviction populaire et le travail intellectuel des ecclésiastiques va amener de nouveaux procès, de nouveaux suspects, de nouveaux témoignages et encore renforcer les mécanismes mentaux qui ont ouvert une brèche dans l'impossibilité théologique et pratique de la métamorphose. En 1580, à la fin de la première vague de procès pour lycanthropie, le juriste Jean Bodin enfonce le clou. Selon lui, les nombreux exemples judiciaires recueillis au XVIe siècle montrent de manière évidente que la métamorphose est possible et que de nombreux criminels accomplissent leurs horreurs sous la forme de loups monstrueux. Alors, un flottement reste tout de même perceptible, car aucun procès, logiquement, ne présente de témoignages visuels directs. La transformation est toujours rapportée de manière indirecte, personne n'a vraiment vu d'homme se couvrir de poils et changer son sourire Colgate par une gueule baveuse hérissée de dents pointues avant de hurler à la lune comme un dément. De toute façon, tous ces argumentaires assez mal fagotés ne convainquent pas tellement, et le courant intellectuel sceptique prend de l'ampleur à partir du début du XVIIe siècle jusqu'à ce que la réalité de la transformation ne soit plus vraiment à l'ordre du jour. En 1603, lors du procès d'un autre loup-garou bien connu, un enfant de 13 ans nommé Jean Grenier, le juge ne se laissera pas avoir. Il condamne l'enfant à la réclusion dans un monastère pour qu'il ne nuise plus à personne, une sorte d'asile avant l'heure, quoi, et note dans le rapport final que, je cite, « Les furieux et les maniaques ne doivent pas être punis, pas plus que les vrais lycanthropes, dont le mal constitue une espèce de folie, et que d'après la loi, leur affliction les punit déjà assez. » On parlerait donc plutôt d'une croyance tenace, parfaitement résistante aux assauts de la raison. Il ne fait aucun doute que les bonnes gens de Franche-Comté ainsi que leurs juges étaient convaincus du danger représenté par les loups-garous qui hantaient la région, et que les mesures extrêmes prises à l'encontre des condamnés leur semblaient absolument nécessaires. Et puis bon, des témoins ont tout de même vu Gilles Garnier traîner le cadavre d'un enfant dans les bois, c'est pas exactement un acte de bon samaritain non plus, si on y réfléchit bien. Je sais pas vous, mais moi j'en ai plein la tête de toutes ces histoires de meurtres barbares, de débats intellectuels et de transformations démoniaques. Et si on prenait un peu de hauteur, Si on essayait de s'extraire de la bourbe anxiogène pour se poser la vraie question, qu'est-ce qui peut pousser à croire au loup-garou ? Et allons-y même franchement, on pousse tous les curseurs à fond, est-ce que ça peut exister, les loups-garous ? Peut-on croire un instant à la capacité d'un être humain à basculer pleinement dans sa nature bestiale, à renier son appartenance à l'humanité pour se métamorphoser en une bête monstrueuse ? Commençons, si vous le voulez bien, par le plus évident. Est-il possible de se transformer en loup ? Je veux dire genre vraiment. A priori, on répondrait tous non, et on aurait raison, mais pourquoi exactement ? Je veux dire, on a vu la science et la technique réaliser des choses assez incroyables dans les 2 derniers siècles, alors pourquoi pas la métamorphose ? Alors, il y a quand même pas mal de barrières biologiques, mais la principale est simplement qu'en fait, notre ADN diffère fondamentalement de celle du loup. Nos caractéristiques physiques et physiologiques sont déterminées dès la naissance par notre code génétique, bien que certains éléments de notre environnement puissent modifier par la suite certaines de ces caractéristiques.
Or, il y a tout de même une énorme différence entre notre génome, réparti en 46 chromosomes, et celui du loup, étendu sur 78 chromosomes. Techniquement, donc, passer de l'homme au loup nécessiterait de modifier chacune de nos cellules une par une, en supprimant au passage les types de cellules en trop, et en ajoutant ceux qui nous manquent. Sachant qu'on possède au moins 10 000 milliards de cellules dans notre corps, ça fait du boulot, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, c'est purement théorique de toute façon, puisque dans la réalité, si on change l'intégralité des cellules d'un être, on a tout simplement remplacé un être par un autre. Il ne reste plus rien de l'être initial. On n'a pas vraiment un loup-garou donc, mais purement un loup construit de toutes pièces, donc autant attendre la naissance d'un vrai louveteau, ça ira plus vite et franchement, ça coûtera moins cher. Peut-être qu'éventuellement, avec l'évolution des technologies, il sera un jour possible de remplacer intégralement le cerveau d'un loup par un cerveau artificiel capable d'accueillir une conscience humaine, mais là, on est dans le domaine de la pure science-fiction, plutôt horrifique d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Donc non, malheureusement, se transformer en loup, ça n'est pas possible, quel que soit le moyen employé. Désolé, il va falloir se faire une raison, vous allez rester bloqué dans votre corps humain, c'est comme ça. Mais alors, si les loups-garous n'existent pas en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'êtres humains se transformant physiquement en loup, y a-t-il au moins des événements ou des situations qui ont pu nourrir la légende et faire croire aux médiévaux que ces bêtes légendaires, ces monstres affreux, existaient réellement? Alors là, on rentre dans un domaine de réflexion, à mon avis, aussi foireux que celui de la science-fiction lupine. Homo sapiens n'est jamais à court d'imagination, ça c'est sûr, et les légendes que les différentes sociétés ont créées n'ont pas forcément besoin en fait d'une base matérielle, d'une réalité tangible pour trouver racine. Elles peuvent tout aussi bien se structurer toutes seules comme des grandes, ou alors se bâtir sur des légendes plus anciennes qui évoluent au passage. Mais si vraiment vous y tenez, il y a 3 affections qu'on associe traditionnellement à la légende des loups-garous. Alors Cro-Blanc, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas fait tes vaccins? La première déjà, c'est ce qu'on peut appeler la lycanthropie clinique, c'est-à-dire la maladie mentale poussant le patient à se prendre pour un loup-garou. Alors là, on va prendre quelques pincettes, parce qu'on lit parfois des raccourcis un peu fâcheux sur cette question. Certains médecins antiques, puis le célèbre Avicenne et ses commentateurs latins, ont décrit une forme de mélancolie, c'est-à-dire de dépression ou de délire, qu'ils attribuaient à un excès d'une des 4 humeurs, en l'occurrence la bile noire. Cette forme de mélancolie est assez spectaculaire, puisque le patient alterne entre des phases apathiques et des phases frénétiques, durant lesquelles il fuit la compagnie de ses semblables, ne sort que la nuit dans des endroits déserts comme les cimetières, et se bat avec des chiens ou des loups, au point d'en porter de profondes blessures qui peuvent s'infecter et donner un aspect repoussant au malade, d'autant plus que la maladie lui donne déjà au visage une jolie teinte cireuse. Bref, ça en jette, c'est pas une grippette. Alors cette maladie existe bien, mais pas exactement sous forme de maladie, justement. Aujourd'hui, les cliniciens en fait ont plutôt tendance à la voir comme un symptôme d'autres affections. En 1975, par exemple, 2 médecins décrivent le cas d'un jeune homme de 20 ans, polytoxicomane, qui après une bonne dose de LSD souffre d'une bouffée délirante d'une durée de 48 heures, durant laquelle il est convaincu d'être un loup-garou. Et ça va loin, puisque le gars en question se met à chasser des lapins qu'il dévore vivants. Ils sont jeunes, ils sont tendres, ils sont beaux. Oh que oui, mangeons-les, mangeons-les. Sur les 50 dernières années, une poignée de cas ont été scientifiquement décrits. On peut y retrouver des symptômes comme des hurlements, des déplacements à 4 pattes, des morsures ou même des actes de zoophilie. Donc effectivement, de tels cas existent, mais ils restent très très rares. Une maladie qui peut éventuellement être liée à la légende du loup-garou également, c'est la rage. Dans certaines formes de violents spasmes et des troubles mentaux sévères peuvent être observés après la morsure par un animal infecté, par exemple un loup. Pareil pour une autre maladie qu'on associe fréquemment depuis le milieu des années 80 à peu près à la figure du vampire et du loup-garou qui s'appelle la porphyrie. Alors celle-là, on l'entend à toutes les sauces dès qu'on veut donner une sorte de vernis scientifique à ce genre de légende. En 3 mots, la porphyrie en fait c'est un ensemble de maladies génétiques du sang qui perturbent la production d'hémoglobine et amènent la production d'une substance toxique qui s'appelle la porphyrine.
Alors, cette maladie est très très rare, hein, et sa forme la plus agressive, qui s'appelle la porphyrie érythropoïétique congénitale, l'est encore plus, mais présente des symptômes sacrément lourds. Allergie carabinée au soleil, qui peut aller jusqu'à la formation immédiate de cloques sur la peau, laissant de profondes cicatrices, crispation des doigts en forme de griffes, et même hypertrichose, c'est-à-dire pilosité anormalement importante. Alors c'est sûr que si on met bout à bout tous ces symptômes, ça ressemble quand même beaucoup à l'idée qu'on se fait des vampires ou des loups-garous. Oui, c'est vrai, sauf que c'est tout de même un peu trompeur. Déjà, cette maladie, dans sa forme particulière que je viens de décrire, est vraiment extrêmement rare. 200 cas seulement ont été diagnostiqués dans l'histoire médicale, donc ça fait vraiment pas lourd, d'autant qu'on ne sait pas du tout depuis quand cette maladie existe. Si ça se trouve, elle n'existait tout simplement pas sous cette forme dans les époques anciennes. Et puis, autre chose quand même, il faut le garder à l'esprit, n'oublions pas que la figure du loup-garou, comme celle du vampire d'ailleurs, a énormément varié dans l'histoire. Les éléments qu'on associe aujourd'hui à ces deux monstres n'ont pas toujours existé dans le passé, et donc les symptômes d'une maladie que l'on relie instantanément aujourd'hui à l'une de ces deux bestioles pouvaient très bien ne renvoyer à rien du tout dans les siècles passés. Et justement, parlons-en du loup-garou actuel pour en finir avec cet épisode en se faisant peur. Qu'as-tu fait? Tu as été mordu. Déjà, il faut dire un truc, c'est que les lycanthropes qu'on voit au cinéma ou dans les séries n'ont plus rien à voir avec de véritables loups. Non mais sérieusement, vous avez vu la taille de ces bestioles? Elles sont absolument énormes! Que ce soit dans Van Helsing, The Wolfman, Underworld, Harry Potter ou même Twilight, quand on est Team Jacob, les loups-garous qu'on y voit sont gigantesques, absolument massifs. Certains ressemblent à de vrais loups mais façon bodybuildé, tandis que d'autres en sont très éloignés. Récemment, je sais pas si vous l'avez vu, un film américain de Leigh Whannell, qui s'appelle Wolfman, a mis en scène une sorte d'hybride, un homme qui est défiguré par la transformation, doté de griffes et de crocs acérés, mais qui conserve quand même un aspect anthropoïde. Dès le premier film connu sur les loups-garous, qui s'appelle The Werewolf, réalisé en 1913 par Henry McRae, la créature est plus un humain bestial, doté de fourrure et de crocs, qu'un véritable loup. Et ce n'est donc pas étonnant que sous cette forme, le loup-garou du XXe et du XXIe siècle ait un potentiel horrifique bien supérieur à celui du Moyen-Âge. Franchement, savoir qu'un machin comme ça rôde près de chez vous, c'est quand même autrement plus effrayant que de voir un loup se balader dans les bois. Un vrai loup, ça a beau être impressionnant et redoutable, ça pèse quand même moitié moins qu'un être humain moyen, donc ça réduit pas mal le potentiel de destruction. Un machin de 300 kilos musclé comme un char d'assaut, là c'est déjà une autre histoire. Et le folklore lui-même a beaucoup évolué d'ailleurs. Comme vous avez pu le constater, on ne parle jamais de pleine lune dans les textes et les affaires judiciaires médiévaux et modernes. La pleine lune comme facteur de métamorphose, ça c'est clairement du folklore cinématographique du XXe siècle. Et pourquoi? Eh bien parce que ça claque, tout simplement. Souvenez-vous des scènes dans Harry Potter 3 par exemple, avec la pleine lune, la forêt et tout, c'est vrai que ça en jette. Pareil pour la morsure du loup-garou. Dans les films et les séries, c'est le moyen privilégié de transmission de la malédiction, mais déjà en fait ça crée un élément de tension super efficace. Chercher par tous les moyens à éviter la morsure de la bête féroce, c'est tout de même un meilleur levier scénaristique que de savoir où la sorcière a planqué son pot d'onguent magique confié par Satan. Bref, la légende a beaucoup évolué et c'est véritablement le cinéma qui a propulsé le loup-garou sur le devant de la scène. Avec ce nouveau médium, la créature a pu acquérir une notoriété et un potentiel horrifique bien supérieurs à tout ce que l'histoire a pu léguer. Sans la puissance de représentation des images en mouvement, le loup-garou aurait sans doute basculé dans l'oubli à mesure que l'énergie des procès du XVIe siècle se dissipait et que le véritable loup, prédateur redoutable et redouté, cédait du terrain sous les coups de boutoir de la société moderne, jusqu'à ne plus survivre, comme son alter ego démoniaque, que dans l'inconscient populaire d'une société qui aime à se faire peur.
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour me soutenir gratuitement et à visiter ma page Patreon pour me soutenir financièrement et découvrir plein de choses super chouettes. Vous y trouverez des épisodes aussi savoureux que celui que vous venez d'écouter, des goodies élaborés avec amour par votre serviteur et des formules d'abonnement aux avantages si alléchants qu'ils rendront sans aucun doute jaloux tout votre entourage. Je vous remercie encore pour votre soutien et pour votre attention et je vous dis à la prochaine!